Bonsoir à tous, le début d'une nouvelle semaine d'information locale sur TV 78. Bienvenue dans ce journal du lundi 21 octobre. Voici les titres. Une cure de jouvence pour le quartier du Valibou à Plaisir. D'ici 2027, il sera entièrement reconfiguré. Le plan de rénovation a été présenté aux habitants samedi. Transformation évaluée à 65 millions d'euros. Elle souhaite sa sauvegarde. L'association des Amis des Forêts de Versailles a envoyé une lettre au préfet des Yvelines. L'objectif, demander le classement du massif en forêt de protection. Explication avec son président en plateau. Et puis l'Open de France de golf s'est clôturé hier à Saint-Quentin en Yvelines. Victoire du Belge Nicolas Colsaert sur le green de l'Albatros. Ce résultat et d'autres encore à suivre dans cette édition. Et on parle à la fin de ce journal aussi de ce projet qui se constitue à Manille-les-Hameaux, une unité de transformation lainière. Une première assemblée générale se déroulait samedi. La mutation du Valibou continue. Les habitants du quartier plaisirois ont découvert ce week-end le nouveau projet national de renouvellement urbain, réorganisation des lieux, rénovation des intérieurs ou encore intégration des enjeux écologiques. Le point sur le dossier avec Marilène Yapichino et Mélanie Poquet. Une transformation en profondeur. Le quartier du Valibou va changer de visage dans les années à venir. Un nouveau projet de rénovation urbaine va le mener notamment à devenir un écoquartier. On va essayer de mettre en application toutes les nouvelles normes et toutes les nouvelles lois sur justement le développement, vous savez, durable, sur l'énergie, et puis surtout les espaces verts. Débuté en 2005, le projet se voit doté d'une enveloppe de 65 millions d'euros. Services sociaux regroupés, création d'un garage solidaire, de liaisons douces et réorganisation du quartier. 56 logements vont être détruits, 600 autres rénovés. En même temps qu'on remet à neuf les logements, notre ambition c'est aussi de repenser la vie et le fonctionnement du quartier. La circulation en voiture, le stationnement des voitures, l'arrivée de nouveaux équipements publics, des services publics donc, mais aussi pourquoi pas des services marchands. C'est pas seulement, comme on croit, des problèmes de sécurité, c'est des problèmes de qualité du bâti, de qualité de la circulation. Il faut pouvoir venir jusque chez soi tranquillement. Il faut pouvoir avoir des endroits où les enfants jouent dehors. Il faut pouvoir avoir une grande qualité scolaire pour les enfants. Porté par la ville, le département, la région Île-de-France et le bailleur, les résidences Yvelines Essonne, le projet sera pensé avec les habitants. Situé en plein centre-ville, le Valibou accueille 4000 personnes. Ça fait une ouverture vers les autres quartiers, mais l'accès, ça sera facile. C'était des discussions déjà importantes pour tout le quartier, notre sécurité. La rénovation intérieure des immeubles doit commencer au début de l'année 2020. De nouveaux logements en accession à la propriété doivent aussi voir le jour. Une transformation pensée sur les 8 années à venir. Autre projet phare du côté de Guyancourt, c'est la rénovation du Mail des Saules. Après 2 ans de chantier, cet aménagement fait peau neuve. Une voie unique entourée de végétation qui a été inaugurée samedi. Marilène Yapichino et Nicolas Dandry. C'est une des artères principales de Guyancourt. Le Mail des Saules a connu une période de rénovation. Une nouvelle voie piétonne, de nouvelles plantations, des espaces de jeu pour les enfants. Un projet municipal lancé en 2014. Je trouve que c'est vraiment une très belle rénovation. Parce que nous habitons depuis 30 ans dans le quartier. Donc on a connu l'ancien mail. Vraiment, je trouve que c'est très réussi. J'aime beaucoup cet endroit. Parce que je trouve que c'est aéré pour les enfants. Je trouve que c'est une bonne idée et effectivement d'avoir rassemblé les deux chemins qui étaient avant de part et d'autre en un seul fait plus de luminosité et plus de déplacements doux, faciles, sans gêne, sans rien du tout. L'idée de ce projet, remplacer les saules malades datant des années 70. Le chantier a commencé en juillet 2018. 2 entreprises et leurs sous-traitants ont travaillé sur le revêtement et les plantations. 17 000 mètres carrés de surface réaménagée, un investissement de plus de 2 millions d'euros pour Guyancourt. Cette voie verte qui permet la cohabitation entre les piétons, les cyclistes, les familles avec poussettes. Donc c'est avant tout ce revêtement aussi en granit d'excellente qualité. Et puis effectivement ces espaces verts qui ont été recréés avec énormément d'essences nouvelles et notamment des essences de saules. Le long du mail on retrouve des saules, donc des grands saules en taille très importante puisque certains font 7 mètres de haut. Au final, ce projet a abouti à travers des concertations avec les riverains, une concertation justifiée par la contestation de certains habitants à propos de l'abattage des arbres.
Et cette association se bat justement pour la sauvegarde des arbres, ceux de la forêt domaniale de Versailles, plus de 1000 hectares répartis sur la cité royale aussi, à Vélizy, en passant par Guyancourt et Jouy-en-Josas notamment. Bonsoir Pierre Desnos. Bonsoir. Président de l'association des Amis des forêts de Versailles et de Fos-Repose, et vous êtes également historien local, notamment de ces deux massifs qui sont à cheval sur les Yvelines et le département des Hauts-de-Seine. Vous avez transmis tout récemment une lettre au préfet des Yvelines pour demander le classement de la forêt de Versailles, la forêt domaniale, en forêt de protection. Déjà, qu'est-ce qu'on appelle la forêt de Versailles? Sur quelle partie elle s'étend, cette forêt? La forêt de Versailles... Bon, comme vous l'avez dit, c'est un peu plus de 1000 hectares, un peu moins, évidemment, en forêt proprement dite. Elle se situe au sud de Versailles. C'est une forêt qui a été, comment dirais-je, aménagée déjà à l'époque de Louis XIV, puisque c'était la forêt de Louis XIV. Aujourd'hui, elle touche 7 communes. Et quand on la regarde, on vient de voir la carte, elle est très morcelée, cette forêt. Finalement, c'est plusieurs massifs. Voilà, alors, oui, non, c'est pas plusieurs massifs. En fait, c'est un seul massif qui a été grignoté avec le temps. Lors de le premier grignotage, donc, un qui remonte au Moyen-Âge, c'est le plateau de Satory, et le deuxième qui a commencé au Moyen-Âge, mais qui a été très rapidement amplifié, c'est le golfe de la Boulie, qui a maintenant qui a pris plus de 100 hectares. Donc, petit à petit, les aménagements, l'urbanisme a grignoté tout doucement cette forêt. Vous parliez du lien avec l'histoire Louis XIV. Il y a forcément un domaine qui jouxte cette forêt, c'est le château de Versailles. Il y a un lien avec ce domaine? Il y a un lien, fatalement, puisque c'est, comme je venais de le dire, c'est la forêt par définition de Louis XIV. Toute cette partie-là, pratiquement, était incluse dans le grand parc du château. De Louis XIV. C'était la forêt où il allait chasser prioritairement. Ses successeurs un peu moins que Louis XV et Louis XVI, mais quand même toujours. Donc c'est effectivement un endroit patrimonial qui a une très forte histoire, et c'est pour ça qu'il faut conserver déjà cela. Et puis il y a aujourd'hui des lieux remarquables où tout simplement on peut voir la région, le château, et donc il faut absolument... Donc il y a des vraies richesses sur place, des richesses aussi naturelles, on imagine? Il y a des richesses naturelles, déjà il y a une partie d'ailleurs du massif qui est plus ou moins protégée par la vallée de la Bièvre. Les amis de la vallée de la Bièvre ont réussi à faire protéger donc toute la vallée de la Bièvre. C'est à l'intérieur de la forêt, et donc je pense qu'il est grand temps maintenant, compte tenu des aménagements en cours, il est grand temps de fixer l'avenir, pas le présent. Le présent, c'est clair, il va y avoir du grignotage un petit peu encore, il faut l'accepter, c'est le développement de la société, il y a des besoins, mais il va falloir, et c'est le message que j'essaie de faire passer auprès des élus, et pas seulement, il va falloir pérenniser ce qui reste. Penser aux générations futures. Voilà, parce que c'est tout simplement, c'est un bien absolument indispensable, inestimable pour les générations futures. Sur le passé, si vous voulez en savoir davantage, il y a un livre qui a été publié par vous, votre association. C'est cet ouvrage qui est à retrouver. On le retrouve sur notamment le site internet de l'association qui s'affiche en bas de l'écran. Alors juste pour revenir du coup sur la démarche, aujourd'hui il y a des vrais risques, vous le disiez, des grignotages un peu à droite à gauche, finalement l'urbanisme qui prend le dessus sur cette forêt aujourd'hui. Elle est traversée de part en part par la Nationale 12. On peut... Oui, la 186, il y a la RD 91 qui va traverser tout le plateau de Satory. Là, il y a un projet qui nous a d'ailleurs un petit peu interpellés depuis quelques années, parce que depuis 2005, il y avait un projet d'aménagement de la RD 91 en grand rond-point. À l'époque, ça a impacté la forêt quand même de 2,5 hectares. Alors vous allez me dire 2,5 hectares, qu'est-ce que c'est sur 1000? Bah oui, mais c'est comme ça, petit à petit, à chaque fois qu'on prend. On prend un petit hectare par-ci, un petit hectare par-là. D'autant qu'il y a aussi la voie ferroviaire qui passe un peu plus bas. Voilà, un peu plus bas. Donc on voit bien que tout ça a été grignoté avec le temps. Et puis il y a le projet du plateau de Satory. Et là aussi, on est un petit peu interpellé parce que l'aménageur, dans la définition de son périmètre, prévoit la forêt. Alors bon, nous on dit non, ça marche pas, ça peut pas marcher comme ça. Il faut absolument aménager en étant le plus parcimonieux possible, le plus
minutieux possible pour justement préserver les espaces naturels. Parce qu'ils doivent rentrer, les espaces naturels, dans les projets urbains. Il doit y avoir un équilibre entre le bâti et le naturel. C'est ce qu'a assez bien compris, je le pense, et c'est en tout cas dans sa démarche, François de Mazières, le maire de Versailles. Et justement, qu'est-ce que ça changerait le fait que cette forêt, si votre démarche aboutit, que cette forêt soit classée en forêt de protection, ça change quoi concrètement? Alors ça ne change rien fondamentalement, si ce n'est que le foncier de la forêt est protégé. D'accord. C'est-à-dire on ne peut plus prendre des parcelles de forêt pour qui augmenter un cimetière, qui faire une installation sportive, qui pour faire un petit lotissement, etc. Ça, c'est fini. La protection empêche qu'on vienne grignoter à nouveau. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire, mais la procédure administrative est très compliquée et très longue, parce que c'est le Conseil d'État qui va valider la protection, et il n'y a que le Conseil d'État qui peut lever la protection. Donc dès l'instant où il y a un projet, il faut que le Conseil d'État donne son aval. Est-ce que le préfet vous a répondu aujourd'hui? Parce que c'est lui qui déclenchera cette procédure. Voilà, c'est le préfet. En fait, la procédure a toujours été comme ça, puisque on a une petite expérience quand même dans la procédure de classement. C'est nous qui avions initié, notre association, qui à l'époque était présidée par Jacques Leport, et puis ensuite par Alain Schmitt, qui est aujourd'hui sénateur des Yvelines. Et donc on a suivi pendant 15 ans la procédure de protection de Fos-Repose. En fait, c'est souvent les associations qui saisissent le préfet, qui lui va saisir le ministère de l'Agriculture, qui lui va demander à la DDT de préparer le dossier. Donc c'est lui qui enclenche tout le processus. C'est lui qui va appuyer sur le bouton, si j'ose dire. Donc nous lui demandons simplement d'appuyer sur le bouton de la protection, qui ne va pas arriver tout de suite. C'est une procédure longue qui s'enclenche. C'est une procédure très longue. Je veux simplement dire qu'il faut absolument rassurer tous les élus, les maires, parce qu'évidemment ils sont un peu inquiets. Ils se disent, oh là là, on ne va plus pouvoir bouger. Si, ils vont pouvoir bouger. La protection, d'abord, ça va durer, la procédure, une dizaine d'années, pas moins. On aurait de la chance si c'était un peu moins. Et on pourra la suivre. On arrive déjà à la fin de cet entretien, mais en tout cas, on pourra suivre toute l'évolution sur votre site internet. Vous tiendrez au courant les internautes. On précise juste qu'il y a l'Office national des forêts, notamment, qui vous a apporté son soutien dans cette démarche. Et vous parliez aussi du soutien de nombreux élus. De nombreux élus, avec au début une petite interrogation de la part de François de Mazières, donc le maire de Versailles et président de VGP, qui m'a dit, vous voulez aller ? Et je lui ai expliqué, il a très bien vu que c'était une démarche plutôt raisonnable. Lui-même est assez sensible aux questions d'écologie, de nature, donc il nous a donné son appui. Alain Schmitt, évidemment, il ne peut pas faire autrement, c'était notre président pendant 10 ans. Et de nombreux soutiens. On arrive à la fin de cet entretien. Merci Pierre Desnos, c'est moi qui vous remercie, président de l'association des Amis des Forêts de Versailles et de Fos-Repose. C'est moi qui vous remercie. 300 participants se sont mobilisés pour ce challenge sportif et solidaire. La 5e édition des Marcassins du Cœur s'est déroulée en fin de semaine dernière à Guyancourt, depuis les locaux de Sodexo, là où a été donné le départ. 3 parcours étaient proposés aux salariés pendant leur pause déjeuner. Retour avec Manon Varaldo. La Joëlette est prête pour accueillir Lise, 40 ans, atteinte d'arthrogrypose, une maladie congénitale. Elle se manifeste par des raideurs au niveau de différentes articulations. C'est une maladie qui paralyse donc les articulations pendant le développement du fœtus, et en fait ça restreint le développement musculaire et articulaire. On a des limitations différentes selon les personnes. Pour cette 5e édition, les Marcassins du Cœur organisent cette course solidaire en son honneur, en départ du siège Sodexo de Guyancourt. Il existe 3 parcours, le parcours de marche, le parcours de course à pied de 8 km, c'est notre course que nous allons faire aujourd'hui d'ailleurs, et le parcours de trail en 10 km. Avant de débuter la course, un échauffement s'impose, certains participants étaient déguisés. Les frais d'inscription d'un montant de 15 € sont reversés à 3 associations. On a une récurrente, c'est les Restos du Cœur. Les Restos du Cœur de Clé-sous-Bois, c'est notre partenaire depuis le début de la première édition. Ensuite, on choisit 2 autres associations qui n'ont pas forcément
pignon sur rue qu'on ne connaît pas forcément. Là, c'est l'Arche en Pays Comtois et la Tarentaise Népal. Ceinture bouclée, Lise, maman de 3 enfants, est prête pour un parcours de 8 km à bord de sa Joëlette, un fauteuil tout-terrain. 270 participants munis de leur dossard se sont mobilisés. Le fait que ça soit pour une œuvre caritative, je me suis dit, je paye beaucoup de courses, donc j'aime bien aussi payer des courses où l'argent va quelque part d'utile. En attendant le retour des coureurs, 40 bénévoles dont Alain s'occupe de l'approvisionnement. Grâce aux dons de nos fournisseurs et partenaires, nous avons plus d'une dizaine de fournisseurs qui chaque année nous proposent des produits. Les participants ont pu se ravitailler après la course. Elle s'est déroulée pendant leur pause déjeuner. Pour sa première participation, ce coureur a effectué 8 km. Le soleil était avec nous, c'était génial. Un peu glissant et un peu mouillé sur le deuxième lac, sur une partie du parcours. Donc je fais très attention de ne pas glisser. Avec cette 5e édition, les Marcassins du Cœur ont reversé près de 4 000 € aux associations. Le sport, on part tout de suite du côté du golf national de Saint-Quentin en Yvelines. Le 103e Open de France s'est achevé ce dimanche avec la victoire du Belge Nicolas Colsaerts. Les Français, eux, terminent dans le top 20. Revivez la dernière journée de la compétition avec Mickaël Midoro. Dernier jour de compétition de cette Open de France 2019 ce dimanche 20 octobre. Nicolas Colsaerts dispose de 3 coups d'avance avant d'aborder le dernier tour. Le golfeur reste le favori du public. C'est un franco-belge, c'est peut-être Nico Colsaerts. On verra, il a du mal. Mais tout le monde a du mal aujourd'hui. Des pronostics qui se sont avérés justes. Nicolas Colsaerts remporte au trou numéro 18 cette édition 2019, son premier titre depuis 7 ans. Le golfeur termine 12 coups sous le par avec un coup d'avance. C'est sympa de passer chez vous. En conférence de presse, le franco-belge de 36 ans vit ce moment avec sa famille via son téléphone. Hey Doudou, viens faire quelque chose. Ouais. C'est énormément de joie. Moi ça fait 18 ans que je suis pro, j'ai gagné 2 fois, j'aurais dû gagner plus souvent. Comme je l'ai déjà dit souvent, le fait de gagner chez vous c'est génial. J'ai toujours eu un peu l'impression de faire partie du paysage golfique français. De leur côté, les Français n'ont une fois de plus pas réussi à dompter ce parcours de l'Albatros. Les chefs de file de la délégation française Victor Pérez et Benjamin Hébert terminent 16e. C'est un parcours que je connais bien, qui me résiste souvent. Donc cette année, je suis content parce que j'ai quand même réussi à faire une bonne semaine. On les attend évidemment toujours encore plus haut dans le leaderboard, mais indéniablement c'est une bonne année pour le golf français sur le European Tour avec Victor Pérez qui est à la tête là, du camp français actuellement, talonné par Benjamin Hébert. On n'oublie pas également les jeunes pousses comme Romain Langasque ou encore Michael Lorenzo Vera. 703e édition de l'Open de France de golf s'achève ici sur le golf national de Saint-Quentin en Yvelines. Rendez-vous l'année prochaine du 2 au 5 juillet à 2020. Et pour revivre les 4 jours d'Open de France, retrouvez le sujet complet ce soir dans l'émission 7-8 Sport sur TV78. Une émission présentée par vous, Mickaël Midoro. Bonsoir. Bonsoir Grégory. On ne jouait pas que sur les greens ce week-end, aussi dans les gymnases avec du handball. Vous allez nous parler du championnat national 3. C'est ça, un choc dans la lutte pour le maintien. Plaisir recevait l'équipe de Boigny à l'occasion de la 4e journée. 2 équipes qui comptabilisaient seulement une victoire depuis le début de la saison. Après une première période équilibrée, les 2 formations regagnent les vestiaires au coude à coude, 14-13 pour les visiteurs à la mi-temps. En deuxième période, les Plaisirois reviennent avec de meilleures intentions. Ils creusent l'écart. Le tableau d'affichage indique un +5 en faveur du club local après 11 minutes de jeu. Mais Plaisir se fait peur et l'emporte finalement d'un petit but 25-24. On écoute le capitaine de l'équipe. Il va falloir réitérer ce genre de performance parce que je pense que ça ne va pas nous sourire à chaque fois si on joue comme ça. Mais bon, je pense que là, on a passé une semaine d'entraînement qui était un peu, qui n'était pas au niveau d'une équipe de National 3. Et ça se voit sur le terrain. Donc je leur ai dit, j'envoie un petit message au passage. Il va falloir qu'on se remette vite au boulot parce que les grosses équipes arrivent et on en a besoin de points. Après cette deuxième victoire en 2 matchs, Plaisir grimpe au classement. Les Plaisirois sont dans le ventre mou à la 7e place. L'objectif pour la saison, c'est d'engranger le plus de matchs. L'année dernière, on est sauvé sur un changement de règlement. Donc là, c'est de gagner le plus de matchs pour se redonner en confiance et puis d'être le plus haut possible, quoi. Après, voilà, là, on a équilibré le bilan, 2 victoires, 2 défaites. On va faire en sorte que le bilan il soit positif.
Prochain match pour le Plaisir Handball Club le samedi 2 novembre sur le terrain de Mussy à Pantin, une autre équipe qui devrait jouer le maintien à cette saison. Une fin de série à présent, Mickaël, en football. Les Invincibles de Versailles sont tombés ce week-end sur le terrain de Saint-Leu. Après 20 matchs sans défaite sur 2 saisons, les joueurs de la Cité Royale ont perdu sur la plus petite des marges 1-0. Au classement, les Versaillais sont toujours premiers avec 18 points en 7 matchs. Ils pourront se rattraper le week-end du 2 novembre à domicile contre Noisy-le-Grand. Du football encore avec le championnat de R2. On jouait ce week-end la 5e journée. Trappes s'est incliné pour la 4e fois en 5 matchs cette saison. L'équipe coachée par Ludovic Gauthier a perdu sur son terrain face à Val d'Europe 1-0. Au classement, les Trappistes sont 11e sur 12 équipes engagées cette saison. L'objectif du club, le maintien, est pour l'instant compromis. Grégory. Merci Mickaël, je le disais, ces résultats et bien d'autres encore à retrouver dans quelques instants sur TV78 dans l'émission 7-8 Sport. On termine ce journal avec une autre invitée, Laurence Renard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de l'association La Laine de Parisis. On parle avec vous de cette unité de transformation lainière qui est en train de se monter à Magny-les-Hameaux sous l'impulsion de votre association. Une première assemblée générale s'est tenue samedi. La Laine de Parisis, justement, qui compose cette association ? C'est composé d'artisans lainiers et de bergers et de passionnés de la laine. Donc c'est très ouvert. Alors quand et pourquoi cette association a-t-elle été créée ? On a créé l'association l'année dernière, en septembre de 2018. Il y a eu 2 mouvements en parallèle. D'abord des artisans qui cherchaient à avoir une unité de travail plus opérationnelle. Et puis parallèlement, le parc naturel régional avait fait une étude sur le potentiel lainier en Île-de-France. Et cette étude révélait un potentiel sous-exploité, puisque beaucoup d'éleveurs ne valorisent pas la laine aujourd'hui. Le PNR de la Haute-Vallée de Chevreuse, on précise, où Magny-les-Hameaux est implanté. Alors les objectifs, du coup, c'est de proposer cette unité de transformation lainière, c'est ça ? Exactement, en fait, qu'elle dispose d'un outil de travail. Je dis elle parce que c'est beaucoup de femmes qui sont teinturières ou tisserandes ou créatrices de mode. Voilà, mais ça peut être aussi à des bergers qui viendraient directement avec leur laine, laver la laine dans un premier temps, puis la carder. Et le cardage a l'intérêt d'être utilisé par exemple dans les matelas ou d'être transformé en fil. Alors notre unité ne proposera pas d'unité de filage dans un premier temps, donc il y aura de la mutualisation pour aller jusqu'en creuse. Si on ne va pas jusqu'au fil, on peut faire du feutre, donc qui peut être utilisé pour l'ameublement, pour les chapeaux, pour les chaussures, les couvertures. Et il y aura une unité de teinture naturelle avec des plantes pour colorer tous ces différents produits. Cette filière laine dont vous parliez, est-ce qu'elle est bien implantée en Ile-de-France ? Est-ce qu'elle est en développement ? À quel stade elle se situe ? Elle est à créer, c'est-à-dire que là, grâce à l'association, on a mis autour de la table des bergers, des artisans, et ça, cette rencontre entre le monde de l'agriculture et le monde de l'artisanat n'avait pas eu lieu depuis très longtemps sur le territoire. Donc non, il y a tout à recréer, organiser aussi des tontes collectives pour aider les éleveurs et puis se parler pour augmenter la qualité de la laine, enfin retrouver une qualité de laine intéressante. Parce que les éleveurs de moutons, il y en a beaucoup en Ile-de-France. On connaît les moutons de Mérinos à Rambouillet. Il y en a beaucoup en Ile-de-France ? Alors du coup, ça se développe effectivement. D'abord, il y a des éleveurs pour la viande qui sont bien implantés. Et puis, il y a toutes les pratiques d'éco-pâturage pour entretenir les espaces verts qui font que le mouton a pris plus d'importance ces dernières années. Et du coup, plus de moutons, plus de laine. Et du coup, cette unité, elle sera implantée à Magny-les-Hameaux, c'est ça ? Oui, qui est en fait un peu centrale par rapport à l'implantation des différents éleveurs et des différents artisans, qui n'est pas trop loin de la bergerie nationale non plus, qui est sur le territoire du parc naturel et et de Terre-et-Cité. Donc voilà, et c'est soutenu très fortement par la municipalité. Qui est derrière ce projet notamment. Oui. Vous avez parlé de quoi sera constituée cette unité. Comment elle sera construite ? Il y a, je sais, aussi un intérêt, un intérêt sur l'écologie, c'est ça ? Oui. Le procédé déjà se veut être écologique, c'est-à-dire les techniques de lavage vont être économes en eau. Il n'y aura pas de produits chimiques utilisés pour laver cette eau, donc les rejets seront propres. Les plantes seront des plantes tinctoriales pour les teintures, il n'y aura pas de chimie. Et sur le bâtiment, en fait, on partira de containers mis à disposition par la mairie qu'on va recycler en une unité autoconstruite
par l'association. Et je disais, il y a une première assemblée générale qui s'est tenue samedi à la ferme de Closerey, là où sera implantée cette future unité. Est-ce que c'est un projet qui intéresse? Est-ce que des habitants, des riverains sont venus Alors, il y a à cette quelques assemblée habitants passionnés par la laine qui sont venus, ou des bénévoles qui nous accompagnent sur la construction du projet. Mais surtout, ce qui nous a fait vraiment plaisir, c'est qu'on était 12 au départ et que là sont venues 3 nouvelles personnes pour utiliser cette unité. Une matelassière, un créateur de marques de vêtements prêt-à-porter et une teinturière. Donc voilà, on sent qu'il y a une attente pour pouvoir utiliser cette unité. Là, concrètement, on en est où? Qu'est-ce qu'il reste à faire aujourd'hui? Alors, il nous reste à boucler le financement, puisqu'on a différents dossiers. Certains sont validés, d'autres sont en cours d'attente. Et aujourd'hui, en ce moment, il y a une campagne de financement sur Hello Asso, de financement participatif pour nous aider à boucler ce financement. Et après, on vise le commencement de l'installation au printemps 2020. On peut vous retrouver notamment sur votre page Instagram qui s'affiche en bas de l'écran, et on peut retrouver facilement le lien Hello Asso via cette page. Oui, on va. En tout cas, sur le site Hello Asso, on tape filière de laine Île-de-France. Normalement, oui. on peut retomber facilement sur cette cagnotte. Merci Laurence Renard d'être passée en plateau, présidente de cette association La Laine de Par ici. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dès demain à 18h pour une nouvelle édition d'Information locale. Belle soirée sur TV 78.